Bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole de Vous Financer, spécialiste en crédit immobilier. Alors avec vous, on va faire un tour d'horizon à la fois de l'actualité, de l'emprunt, du crédit immobilier, de voir les nouvelles directives des banques, mais également aussi parler un petit peu, on verra, de politique du logement. Tout d'abord, on a un marché de l'immobilier qui fonctionne très bien, l'activité est au plus haut, on parle peut-être même de record de transactions, on dépasse le cap du million. Tout cela est boosté par des taux d'intérêt qui sont encore historiquement bas. Où en est-on en matière de taux aujourd'hui ? Alors, il est vrai que les taux ne cessent de baisser, et même encore ces dernières semaines, on a encore des banques qui ont baissé leurs taux. On est actuellement en moyenne à des taux autour de 0,95% sur 15 ans, 1,10% sur 20 ans et 1,35% sur 25 ans. Mais avec un très bon dossier, pour les meilleurs profils pour lesquels les banques se battent, on peut emprunter à moins de 1% sur toutes les durées. Donc ce sont évidemment des taux records. Alors on voit là d'ailleurs sur les tableaux, mais alors emprunter à des taux aussi intéressants, effectivement, c'est encore le CDI qui l'emporte. CDD, c'est beaucoup plus difficile. Oui, les banques sont quand même attentives évidemment au profil des emprunteurs et puis aussi à la qualité des biens qui sont achetés. Et surtout, elles veulent toutes le même type de clientèle, ceux qui répondent aux normes et aux recommandations du Haut Conseil de stabilité financière. Et c'est finalement cette concurrence interbancaire qui tire les taux vers le bas puisque toutes les banques veulent capter les mêmes profils. Et comme il y a un excès de liquidité dans l'économie, elles ont toutes cette même stratégie de prêter pour placer ces liquidités. Alors donc très bien, tout le monde se satisfait de ces taux qui sont bas, mais quelles sont les raisons, on va dire, objectives d'une possible remontée des taux et à quel niveau, là, dans les prochains mois ? Alors pour l'instant, à court terme, on ne voit pas de remontée des taux de crédit. Même si l'inflation repart à la hausse, il y a vraiment cet excès de liquidité dans l'économie qui fait qu'actuellement, l'immobilier offre pour les banques le meilleur couple rendement-risque. Certes, à ce niveau de taux-là, les banques gagnent peu d'argent sur le crédit immobilier, mais il est finalement très peu risqué. On a le taux de défaut le plus bas et comme les banques sont très prudentes, et elles devraient l'être encore plus en 2022 à cause des recommandations du Haut Conseil de stabilité, on ne voit pas de remontée des taux, au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2022. Donc, si on vous écoute bien ici, voilà, on se projette dans l'avenir, pas de remontée de taux, ça va rester comme ça, au moins déjà jusqu'à la fin de l'année. 2022, vous dites ça ne devrait pas trop bouger, en tout cas même pas du tout, c'est ça que vous dites, Sandrine ? À court terme, et tant mieux, puisqu'on a quand même un marché immobilier dans lequel les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté, et c'est finalement ce niveau de taux bas qui resolvabilise les emprunteurs et qui leur permet d'emprunter dans le cadre des recommandations du Haut Conseil. Et ça va être un petit peu l'enjeu de l'année prochaine, puisque ces recommandations deviennent juridiquement contraignantes, donc les banques vont être contraintes de les respecter. Et du coup, d'être encore plus attentive à la qualité des emprunteurs. Alors, les conditions d'emprunt, donc le Haut Conseil à la stabilité financière a donné des directives aux banques, justement, des règles prudentielles. Est-ce qu'on peut rappeler ces règles ? Alors, les règles sont très simples, elles existent depuis longtemps, mais là, elles ont été gravées dans le marbre. Donc, c'est un taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 35%. Donc, la mensualité du crédit, assurance incluse, ne doit pas dépasser 35% des revenus. On a également la durée des crédits qui est limitée à 25 ans, avec 2 ans possibles de différé. Et puis surtout, heureusement, une marge de flexibilité pour les banques de l'ordre de 20%. Et c'est cette marge de flexibilité qui va permettre un petit peu aux banques quand même de pouvoir prêter malgré tout à des emprunteurs un peu qui sortent du cadre. Et alors justement, là on voit en image, alors vous pouvez le commenter d'ailleurs, oui, ce tableau. Oui, cette marge de flexibilité, alors ce qui est bien, c'est qu'elle est réservée à 80% pour les acheteurs de résidence principale. L'objectif, c'est quand même d'aider les gens quand même à devenir propriétaires, mais seulement 20% pour les résidences secondaires et les investisseurs. Et c'est là que le bas blesse, c'est que finalement, aujourd'hui, on a des investisseurs qui sont exclus du crédit, puisque quand on est déjà propriétaire de sa résidence principale, on a souvent déjà un crédit, et du coup, on est déjà souvent à 30% d'endettement. Et donc aujourd'hui, les investisseurs, c'est seulement 7% de cette marge de flexibilité, c'est très peu. Alors, comment faire ? Comment faut-il faire quand on est investisseur, justement ? Oui, parce que le marché est tiré actuellement, certes par les primo-accédants, ceux qui peuvent encore acheter, mais également les investisseurs qui représentent 30% des acheteurs, et dont on a besoin.
puisque le parc locatif privé, le parc locatif est essentiellement détenu par des bailleurs privés, et donc il nous faut quand même cette abondance locative pour maintenir des loyers bas. Donc comment faire pour malgré tout pouvoir emprunter malgré les règles du Haut Conseil de stabilité financière? Lorsqu'on a déjà un crédit immobilier, on peut faire ce qu'on appelle de la consolidation patrimoniale. On va regrouper plusieurs crédits, un crédit immobilier, peut-être un crédit travaux, un crédit auto. On va regrouper tous ces crédits et rallonger la durée de façon à inclure une nouvelle ligne de financement, mais en restant dans ce spectre des 35% d'endettement. Donc c'est grâce au regroupement de crédits qu'on peut malgré tout devenir propriétaire. Et en fait, personne n'est pénalisé, selon vous, pas les primo-accédants pour l'instant, en tout cas, si on a un petit peu de recul, c'est en vigueur depuis un mois, pour l'instant, pas d'impact sur les emprunteurs ou un petit peu quand même? Alors, les banques suivent de très près les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière et on a d'ores et déjà des banques qui nous ont demandé de remonter des dossiers, des dossiers de prêt, des dossiers où il manquait de l'apport et du coup on était plus à 36-37% d'endettement, des dossiers sur lesquels on pouvait jouer, voilà, soit sur l'apport, soit sur la durée un petit peu du crédit, parce que tous les dossiers ne sont pas à 25 ans, de façon à rester dans la norme. Donc oui, ça a un impact, ça risque d'en avoir un davantage en 2022, où vraiment c'est à partir du 1er janvier 2022 que les normes deviendront contraignantes. Donc c'est au cas par cas, selon les banques, localement, selon les objectifs des unes et des autres, hein, c'est ça que vous nous dites, mais ça globalement, dépend. les primo-accédants peuvent bénéficier de la marge de flexibilité, donc peuvent emprunter plus facilement, mais à condition d'avoir de l'apport, un CDI, un reste à vivre suffisant et un projet immobilier qui tient la route avec des prix raisonnables, si je puis dire, parce que les banques vont être aussi attentives à ça. Et les investisseurs doivent faire très attention au taux d'endettement, puisque finalement, les banques vont finalement ne pas leur consacrer beaucoup leur marge de flexibilité. Alors justement, des bons conseils, à quoi faut-il faire particulièrement attention quand on veut se lancer dans un projet immobilier d'acquisition et de demander donc un dossier à emprunter? Les règles d'or. Alors, les règles d'or, c'est la qualité du dossier. En fait, ce que les banques vont faire, c'est d'être attentives à la capacité à rembourser sur une durée longue son crédit. Donc, il faut une situation professionnelle stable, de préférence un CDI en fin de période d'essai. Pour les chefs d'entreprise, il faut 3 ans de bilan. Donc, les professions libérales, évidemment, notamment médicales, n'ont pas de problème pour emprunter. En revanche, elles vont être attentives à l'apport personnel, plus que jamais, puisque les banques, dans un contexte de prix élevé, ne veulent pas prêter plus de 90 ou 100% de la valeur du bien. En tout cas, pas plus que le montant du bien. Sur l'apport personnel, alors, on entend un peu tout et son contraire. On est sur 10% de la valeur du bien à peu près, ou un peu plus, un peu 10%, moins? 10%, je dirais, c'est le droit d'entrée au crédit. Et avoir 10% de plus, ça va permettre d'avoir un taux plus intéressant ou d'avoir vraiment un dossier attractif. Ça va permettre à la banque de prêter que 90% de la valeur du bien. Un couple qui n'a pas d'apport personnel, est-ce qu'il peut emprunter? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est fini, ça. Il ne pourra pas emprunter. Il faut qu'il ait vraiment de quoi financer les frais, mais également une épargne de précaution. Et ça, c'est très important. Beaucoup aujourd'hui veulent acheter une maison, mais en arrivant dans la maison, il faudra une deuxième voiture parce qu'elle est loin des transports. Il faudra peut-être rénover le toit, changer la chaudière, faire des dispositifs de performance énergétique. Et donc pour ça, pour éviter la souscription d'un nouveau crédit, les banques demandent au moins 6 mois de mensualité d'épargne de côté en cas de coup dur. Ça aussi, c'est très important et c'est la nouveauté. Voilà globalement les principales règles. Alors, autre règle autrement, c'est quand même de faire bien sûr le tour des banques, de faire éventuellement appel à un courtier si on sent qu'il y a un problème ou qu'on peut avoir un dossier plus intéressant, et puis bien anticiper son projet, c'est ça la clé, hein, c'est vraiment l'anticipation en amont de son projet immobilier? Oui, tout à fait, puisque aujourd'hui, finalement, il y a peu d'offres sur le marché, on manque de biens, et du coup, en allant voir en avant un courtier qui va évaluer votre capacité d'emprunt et vous permettre de rester dans les critères du Haut Conseil, eh bien, ça va valider votre dossier auprès des agents immobiliers qui, du coup, pourront vous faire visiter le bien. Nous, on fait ce qu'on appelle un passeport emprunteur, et c'est vrai qu'en cette période de pénurie d'offres de biens, ça montre que vous êtes un acheteur potentiel de qualité, donc il faut vraiment anticiper. Éviter aussi les découvertes bancaires, les dépenses inconsidérées, avant évidemment de présenter son dossier à la banque. En tout cas, vous nous dites que les banques continuent plus que jamais, en tout cas, de
vraiment de faire confiance à ceux qui viennent, aux acquéreurs, aux primo-accédants. Donc il n'y a pas de blocage, en tout cas pour l'instant. La confiance est limitée. Elle est limitée, mais en tout cas, bien elles sûr. ont leurs propres garde-fous. Ouais. Et puis elles ont surtout des objectifs de production de crédit élevés qui vont être les mêmes pour 2022 que pour 2021. Donc il y a cette volonté, cette nécessité pour les banques de prêter pour capter des nouveaux clients et placer leur liquidité. Donc on n'a plus finalement ce phénomène de remontée des taux en fin d'année, puisque dès le mois de novembre, les compteurs dans les banques sont remis à zéro et les dossiers de crédit déposés en novembre seront débloqués en 2022, début 2022, donc compteront pour la production 2022. Donc, selon vous, en tout cas, pas d'inquiétude pour ceux qui sont en capacité d'acheter, parce qu'il ne faut pas être aveuglé. Ce n'est pas parce que les taux d'intérêt sont bas que les prix de l'immobilier sont bas. Donc, toujours là aussi, bien au contraire. Faire attention. Pour terminer, on est on va dire en pré-campagne électorale. Est-ce que le logement est-il suffisamment pour vous au cœur des enjeux, Sandrine Alonier ? Non, pour l'instant, évidemment, ce n'est pas le cas du tout. On a peu de candidats qui en parlent. Mais heureusement, le gouvernement actuel a fait la prolongation du prêt à taux zéro jusqu'à 2023, fin 2023. Il a été prolongé d'1 an. Donc ça donne de la visibilité aux primo-accédants. Puis on a ce super Pinel, entre guillemets, dont les contours ont été précisés. Puisque ce qui est très important, en fait, c'est pour les acheteurs immobiliers, c'est la visibilité et la pérennité des dispositifs. Donc si aujourd'hui, malheureusement, le logement est loin d'être au cœur de la campagne. Ce qu'on pourrait craindre, c'est un peu un attentisme en attendant ce que le gouvernement futur pourra faire. Et c'est pour ça que les années électorales sont toujours un peu des années d'attentisme avec une légère baisse des transactions, puisque ce qui compte vraiment pour les acheteurs, c'est d'avoir une visibilité à moyen ou long terme. Sandrine Alonier, merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.